Tout de suite, notre épisode spécial de Josh Gates et les trésors perdus continue. 2 d'entre eux avaient perdu leurs yeux et une autre avait perdu sa langue. Je mène l'enquête pour résoudre un mystère vieux de 60 ans, celui de l'incident du col Dyatlov. La montagne des morts. On y est? Je brave la nature sauvage et glaciale de Sibérie pour découvrir ce qui a tué 9 randonneurs. 3 des vêtements retrouvés étaient radioactifs. Là, ça devient vraiment étrange. S'agit-il d'un accident tragique ou de quelque chose de bien pire? Il y avait une part de folie, c'était le chaos et il y a eu meurtre. Une nouvelle découverte transformera cette affaire classée en sujet d'actualité. L'enquête aurait donc commencé le 6 février. On tient une preuve irréfutable? Ouais! Vite, aidez-moi! Ça va? Je m'appelle Josh Gates. Explorateur, aventurier, c'est pas vrai! Et grand habitué des situations rocambolesques. Aucune sortie à l'horizon! Ya! Mon diplôme d'archéologie et ma passion dévorante pour le mystère m'ont emmené jusqu'aux confins de la Terre, enquêter sur les plus grands mythes de l'histoire. On envoie la sauce! Bienvenue dans Josh Gates et les trésors perdus. L'incident du col Dyatlov. C'est un thriller sur fond de guerre froide, une tragédie qui donne la chair de poule et un polar digne des plus grands. Cette affaire est depuis devenue légendaire. En janvier 1959, 9 étudiants russes fondent un club de randonnée et mènent une expédition dans la nature sauvage et glaciale de Sibérie. À la tête du groupe, on retrouve un jeune homme qui suit des études d'ingénieur, Igor Dyatlov. Igor et ses amis tiennent un journal de bord du voyage et en photographient les différentes étapes. Après une semaine d'expédition, ils campent sur le versant d'une montagne au nom de mauvais augure, la montagne des morts. Cette zone sera renommée le col Dyatlov quelque temps plus tard, après la disparition tragique du groupe. Quand les membres de l'équipe de recherche atteignent enfin le col, ils découvrent une scène bizarre et macabre. Les corps des randonneurs sont complètement gelés. Aucun d'entre eux ne porte ses bottes ni son équipement de grand froid. Les blessures de certains sont très étranges. À près d'1 kilomètre de là, leur tente a l'air en parfait état. Cependant, elle semble avoir été fendue de l'intérieur. Ils ont abandonné leurs effets personnels et leur poêle n'a jamais été utilisé. Le gouvernement soviétique prend rapidement la main sur l'enquête. Les archives et les preuves sont scellées et l'affaire est classée. Pour faire la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé, je me suis envolé pour Ekaterinbourg, en Sibérie, pour rencontrer un historien spécialiste de l'affaire du col Dyatlov, Yuri Kuntsevich. Ce dernier m'a donné accès à l'une des rares preuves dont on dispose. Qu'est-ce que c'est? Un fragment de métal retrouvé près du col et qui pourrait provenir, selon lui, du réservoir d'essence d'un missile. Si cette théorie s'avérait vraie, elle confirmerait que c'est un essai militaire qui a causé la mort des randonneurs. Est-ce qu'on pourrait en prélever un échantillon pour le tester? Absolument. Super. En attendant de connaître les résultats du test, j'ai fait un voyage de 10 heures en train pour rejoindre 2 experts qui organisent une expédition pour enquêter sur l'affaire du col Dyatlov. La chercheuse Teddy Adjiska Et plus on se renseigne sur l'affaire, plus on trouve ça étrange. et l'explorateur Mike Libecki. J'aimerais vraiment découvrir ce qui leur est arrivé. Ils suivent les traces funestes des randonneurs du col Dyatlov et mettent à l'épreuve les différentes théories avancées pour expliquer leur mort. Et on fête le 60e anniversaire de leur voyage cette semaine. Ça s'est passé il y a tout juste 60 ans. Après avoir quitté la civilisation en camion militaire, puis parcouru les 130 km suivants en motoneige, on quitte la forêt pour rejoindre la redoutable toundra sibérienne où nous sommes à découvert. Je suis pas rassuré. Faut mettre le poids de ses jambes du côté de la côte pour empêcher la motoneige de dégringoler en bas de la montagne. Les températures, déjà dangereuses au début, deviennent mortelles. Notre convoi progresse dans des conditions dignes d'une tempête de neige. Puis, on arrive enfin au dernier campement qu'une équipe partie plus tôt a établi juste au pied du col. Bon, nous y voilà. On n'est plus qu'à 30 minutes de marche de la zone où les randonneurs installent leur tente pour la dernière fois, le 1er février 1959. Faut se couvrir le visage quasiment en continu, parce que les engelures apparaissent presque instantanément. Dans mon manteau, dans mon pantalon et dans mes bottes, il y a des chaufferettes et des chauffe-pieds.
Mais pourtant, ça suffit pas. Je me rappelle soudain qu'il y a 60 ans, Igor Dyatlov et ses amis n'avaient même pas de manteau avec isolation thermique. Ils s'étaient fabriqués des vêtements à la main et marchaient avec des bottes en cuir. C'est la montagne des morts. Donc c'est le col qu'on voit là? C'est le terrain plat entre les deux versants de la montagne qu'ils ont essayé de franchir? Oui, c'est bien le col. On est à moins d'1 kilomètre de l'emplacement de la tente. Mike nous guide vers une zone exposée, mais relativement plane, où l'inclinaison est moins forte. Et voilà, Josh, c'est juste ici que la tente était installée. On y est? C'est là. On est tous les trois très émus d'avoir enfin atteint notre objectif. Pour Teddy, c'est l'aboutissement d'un dévouement sans faille pour cette affaire. T'as réussi! Après 6 ans de recherche sur ce qui s'est passé à cet endroit, je suis enfin sur place. La plus grande spécialiste de l'affaire du col Dyatlov au monde n'avait jamais mis les pieds sur le col Dyatlov jusqu'à maintenant. Avant aujourd'hui, tout ça était théorique pour moi. Bien sûr, Mes connaissances étaient abstraites. me retrouver ici alors que j'entends parler de cette histoire depuis tellement longtemps, me dire que je suis bien là, c'est vraiment renversant. Il faut maintenant qu'on détermine comment les randonneurs sont arrivés à cet endroit précis et ce qui leur est arrivé ensuite. Grâce à leurs journaux, on sait qu'ils campaient dans cette forêt la nuit de leur mort. Exact. Donc le lendemain, ils comptaient passer par le col pour ensuite atteindre une montagne qui se trouve là-bas. C'est bien ça? C'est ça. Voilà ce dont on est sûr. Après avoir stocké la majeure partie de leur équipement la veille, dans un abri de fortune, les randonneurs skient en direction du mont Otterton en longeant l'arête de ce col. Ils sont à 1 kilomètre au-dessus de la limite des arbres et ils décident de camper ici. C'étaient des randonneurs expérimentés et pourtant, ils ont choisi de planter leur tente dans une zone complètement à découvert. Ils avaient peut-être essayé d'atteindre le sommet quand la tombée de la nuit les a surpris. Ou alors, ils étaient peut-être trop fatigués pour descendre jusqu'à la forêt et s'y mettre à l'abri. Quand l'équipe de recherche est arrivée sur les lieux, ils ont pris des photos. Les voici. On est bien au même endroit. Sur la pente juste ici, on voit bien le tracé de l'arête juste derrière. Donc on a tapé dans le mille, c'est bien là. Revenons-en à l'équipe de recherche. Quand les randonneurs ont-ils été déclarés disparus? Quand s'est-on lancé à leur recherche? Les randonneurs étaient censés revenir le 12. Et les recherches n'ont réellement débuté que le 20 février. Et la tente a été retrouvée le 26 février. Qu'est-ce que t'en déduis? Ouais. T'es le plus habitué au grand air. Ouais. Quand tu vois cette scène, t'en déduis quoi? La première chose que je remarque, c'est que la tente est encore debout. C'est vrai. La tente s'est pas envolée, elle n'est pas détruite et elle tient debout. Tu planterais ta tente ici, toi? La zone est exposée, mais dans une expédition comme celle-là, il fallait s'abriter la nuit avant de repartir. Ouais. C'était une expédition de catégorie 3, donc ils étaient obligés de passer quelques nuits dans le froid. Ce qui veut dire qu'ils ne pouvaient pas faire de feu. Cette information pourrait résoudre un premier mystère. S'ils n'ont jamais assemblé le poêle, c'est parce qu'ils ne voulaient pas se réchauffer. Leurs journaux de bord révèlent qu'ils n'avaient pas allumé le poêle la veille non plus, et ils avaient eu assez chaud. Mais un autre détail déroute les enquêteurs. Le procureur, qui est arrivé sur les lieux en hélicoptère le 27 février, a fait des observations. Il a remarqué que la tente était fendue. En effet, La tente a été envoyée en laboratoire pour y effectuer des tests. Et il s'est avéré qu'elle avait été fendue de l'intérieur par au moins 2 couteaux. selon certains, les randonneurs auraient fendu la tente eux-mêmes pour s'échapper le plus rapidement possible et fuir quelque chose. Nous voilà une nouvelle fois confrontés à la question la plus importante. Pourquoi les randonneurs du col Dyatlov ont-ils quitté leur tente? Qu'est-ce qui aurait pu les effrayer au point de les pousser à fuir le seul endroit où ils étaient en sécurité pour courir vers une mort presque certaine? Ça n'a aucun sens. Ils ont pas pris leurs jambes à leur cou pour rien, c'est sûr. La prochaine phase de nos recherches démarre et nous y trouverons peut-être enfin notre réponse. Avec les chercheurs Teddy Hadjiska et Mike Libecki à mes côtés,
Je suis enfin arrivé au tristement célèbre col Dyatlov, là où 9 randonneurs sont décédés dans des circonstances mystérieuses il y a tout juste 60 ans. Nous sommes à l'endroit exact où les randonneurs avaient planté leur tente. Et dans des conditions aussi frigorifiques, nous n'avons que très peu de temps pour déterminer ce qui a bien pu arriver ici. Nous avons déjà éliminé plusieurs théories. Nous avons notamment étudié la théorie marginale selon laquelle les randonneurs auraient été tués par un Bigfoot russe que certains auraient vu sur un cliché flou. En réalité, il s'agissait de l'un des randonneurs de l'expédition. En chemin, nous avons également été recueillis par la population locale Mansi, qui avait jadis été suspectée dans l'affaire. Mais en réalité, elle était venue en aide à l'équipe de recherche et on n'a jamais pu la relier à la scène de crime. Dans un goulag abandonné, nous nous sommes mis en situation pour évaluer la théorie du prisonnier évadé qui aurait tué les randonneurs. Mais aucun prisonnier n'avait disparu à l'époque, et il est impensable qu'un détenu en fuite n'ait pas volé d'argent ou de vêtements chauds au groupe. Arrêtons-nous sur l'une des théories les plus probables. Il s'agit de la théorie de l'avalanche. Ouais. Beaucoup de gens ont vu cette photo où on voit de la neige sur la tente. Certains en déduisent donc qu'ils se sont fait surprendre par une avalanche. L'avalanche aurait frappé la tente et les aurait fait fuir en pleine nuit. J'étudie les avalanches dans les zones reculées depuis 25 ans. Et il y a énormément de critères indispensables à la formation d'une avalanche. Le plus simple, c'est que je vous montre la pente. Très bien. J'ai apporté un inclinomètre avec moi. Mike sort un appareil qui va nous permettre de mesurer l'inclinaison du terrain au niveau du campement. Là, on est visiblement sur la pente la plus escarpée de la zone. Exact. Et je vais même arrondir un peu le résultat. Donc ici, l'inclinaison de la pente est de 25 degrés maximum. D'accord. La pente doit être importante pour qu'une avalanche se forme. Si on regarde l'arête, on voit que la pente ne dépasse pas les 20-25 degrés. L'inclinaison est beaucoup trop faible pour qu'une avalanche ait lieu ici. Toutefois, il serait possible que des pentes situées plus en hauteur soient assez raides pour faire tomber de la neige en cascade. Pour en avoir le cœur net, on envoie un drone pour obtenir une vue d'ensemble. C'est parti, t'es prêt, Mike? Ouais! Et lâche! Vas-y, vas-y! La vache, le vent est super violent. Le simple fait d'essayer de le garder en place, c'est une épreuve. C'est mieux. Je vais essayer d'aller de l'autre côté. Comme la zone juste au-dessus de la tente monte encore et que la pente semble légèrement plus raide, on envoie le drone un peu plus haut. Ce que je vais essayer de faire, c'est filmer la pente sous tous les angles possibles. Allez, je vais voir de l'autre côté. La caméra nous révèle que la pente devient plus raide et qu'elle culmine à 335 mètres de haut. Même si la pente n'est pas digne d'une falaise, il n'en reste pas moins possible qu'une avalanche puisse se former ici. Et sur les clichés officiels de l'enquête, il y a bien de la neige sur le toit de la tente. Ce qui veut dire que cette théorie reste techniquement possible. Ok, on a tout. Mais une avalanche n'est pas la seule chose qui aurait pu tuer les 9 randonneurs du col Dyatlov. L'une des théories qui a gagné du terrain ces dernières années, c'est l'idée qu'un phénomène climatique extrêmement rare aurait eu lieu ici. Lorsqu'ils ont passé la nuit là, les randonneurs ont peut-être été victimes d'un blizzard ou de conditions très difficiles avec une chute de température extrême. Et peut-être que le vent a comme encerclé la montagne et créé une sorte de tempête parfaite qui les aurait poussés à fuir la tente. C'est la théorie de l'infrason. L'infrason, aussi appelé l'allée de tourbillon de Kármán, est une vibration sonore à faible fréquence. Dans ce cas précis, l'infrason aurait été généré par des vents circulant entre les pics. Et ce phénomène rare a peut-être semé la panique et la confusion chez les randonneurs. C'est possible? Pour cette histoire de sifflement ou d'infrason qui les aurait rendus fous, selon moi, on n'a aucune preuve. Certes. Le phénomène d'infrason a déjà été observé dans la nature, mais on n'a jamais prouvé que son apparition pouvait engendrer des réactions psychiques. De plus, il aurait fallu que les 9 randonneurs aient exactement la même réaction. Étant donné sa nature profondément théorique, je pense qu'on peut rayer l'infrason de notre liste. Les conditions météorologiques de Sibérie n'ont pas besoin cependant de se montrer créatives pour tuer. La seule option envisageable, à mon avis, c'est un vent violent. S'il y a eu des rafales à 160 km/h, alors c'est possible.
Mais tous ceux qui ont déjà fait du camping étaient bien placés pour le savoir. Tous ceux qui ont déjà fait du camping savent qu'une tente, c'est comme un canot de sauvetage. Si on est piégé par de mauvaises conditions météo, on quitte pas sa tente. Non seulement nos randonneurs ont quitté leur tente, mais en plus, ils ne portaient pas les vêtements adéquats. J'ai déjà été surpris par une tempête dans une tente, et le vent peut détruire la tente. Donc dès qu'on entend du vent, on se prépare et on s'habille. C'est impossible de sortir sans ses bottes ou ses vêtements. Bien sûr, les tempêtes de neige sont une réalité en Sibérie. Nous devons donc envisager la possibilité que l'une d'elles ait frappé les randonneurs. Malheureusement, la station météo la plus proche du col en 1959 se situait à 20 km. Nous n'avons donc aucun moyen d'en avoir la certitude. En revanche, si on se base sur les dernières photos qu'ils ont prises, on voit bien que la neige et la glace avaient repris leur droit aux alentours du 1er février. Et on peut facilement imaginer que la situation se soit dégradée. Quand les gens parlent de cette affaire, ils ont tous une théorie sur ce qui a pu se passer, mais presque aucune ne tient la route. C'est très difficile de trouver une seule explication qui justifierait tous les aspects étranges dont on a connaissance. On reprend la chronologie des événements du dernier jour des randonneurs pour tenter de déterminer l'heure de leur mort. Les dernières notes dans leurs journaux datent de la nuit précédente, quand ils étaient dans la forêt. C'est ça. Donc ils n'ont pas écrit dans leurs journaux la nuit de leur mort. Non. Donc ça peut nous aider à déterminer l'heure de leur mort, non? Ils écrivaient dans leurs journaux vers quelle heure en général? Après le dîner. Après le dîner. Mais dans la tente, certains éléments portaient à croire qu'ils avaient dîné, non? C'est exact. Leur viande était coupée et un morceau était entamé, donc ils avaient commencé à manger. Donc ça peut nous mettre sur la voie. Ils mangeaient, donc ils n'avaient pas encore écrit dans leurs journaux. C'est ça. Donc c'est arrivé entre le dîner et le moment où ils rédigeaient leurs journaux. Exact. Alors Teddy, dis-nous ce que les enquêteurs ont retrouvé dans la tente exactement. Ils ont retrouvé leurs bottes, leurs vêtements, leurs manteaux d'hiver, des seaux. Tout était là. Les randonneurs se sont enfuis en sous-vêtements et en chaussettes, rien d'autre. Seuls 2 d'entre eux avaient enfilé les chaussons de leurs bottes de ski. C'est tout? C'est tout. À 50 mètres de la tente, dans une zone en contrebas d'environ 50 ou 60 mètres, les randonneurs avaient laissé des empreintes. C'est grâce à ces empreintes qu'on sait que les randonneurs étaient en chaussettes. Ces empreintes en question qui s'éloignaient de la tente, elles se suivaient en file indienne ou est-ce qu'elles étaient côte à côte? Ça fait partie des détails bizarres. Dans la neige, comme tu le sais, on essaie de marcher l'un derrière l'autre pour que ça soit plus facile. Je marche dans les pas de Mike, oui. Ils marchaient côte à côte. Au moins 3 ou 4 personnes marchaient côte à côte à ce moment-là, à portée de voix, comme s'ils avaient une conversation. Ce qui pourrait nous aider à avancer, ça serait d'avoir des informations sur les corps. Où étaient les corps quand on les a retrouvés? On les a retrouvés à presque 2 km, sous la limite des arbres. C'est une distance énorme à parcourir, sans chaussures et dans de telles conditions météo. C'est ce qui confirme l'hypothèse de la folie et de l'adrénaline. On dirait qu'ils avaient perdu le contrôle. Oui. Voilà ce qu'on va faire. On va aller là où les corps ont été retrouvés. On va s'éloigner un peu du sommet. Ça me va très bien. Et en plus, ça se rafraîchit. Oui, il fait de plus en plus froid. Avec des températures en chute libre et toute une équipe technique à déplacer, on décide de récupérer nos motoneiges, un autre luxe dont les randonneurs du col Dyatlov ne disposaient pas. Mais à l'approche de la limite des arbres, le terrain devient rugueux. Cette zone est très compliquée, il y a beaucoup de bosses. On pourrait facilement perdre le contrôle. Quand soudain, l'impensable se produit. Evan! Vite, aidez-moi! Tout va bien? Ça va? Non! Enlevez-la de ma jambe! Evan, mon caméraman, a retourné sa motoneige. Vite, soulevez-la! Si sa jambe est cassée, on sera face à une situation d'extrême urgence. Elle écrase ma jambe! C'est bon! Tu vas bien? J'avais la jambe coincée. C'est compliqué.
La colline est impraticable. Fais ch... Enfin, ça va? Ouais. Allez. Après la frayeur des vannes, on décide de finir à pied jusqu'à l'endroit où les premiers corps avaient été découverts. Quand l'équipe de recherche a suivi les traces de pas, qui ont-ils trouvé en premier? Les 2 premiers corps gelés ont été retrouvés sous un gros cèdre. Ils ont retrouvé Dorochenko et Krivonichenko. La neige les recouvrait à peine, donc ça a été facile de les repérer. Ils étaient dans une position très étrange, avec les bras droits au-dessus de la tête. Comme si quelqu'un les avait déshabillés, en fait. Exact. Les enquêteurs en déduisent que les autres randonneurs auraient récupéré le manteau des 2 victimes dans un élan de survie désespéré. Quelle était la cause de leur mort? Hypothermie. Ils n'étaient pas blessés? Pas que je sache. Ils sont morts de froid. Et pourtant, les corps de Dorochenko et Krivonichenko sont retrouvés près des restes d'un feu de camp qui avait été assemblé à partir des branches des arbres alentours. Les 2 étudiants portaient très peu de vêtements et leurs chaussettes étaient brûlées, comme s'ils avaient mis leurs pieds directement au feu. La détresse qu'ils ont dû ressentir est inimaginable. Les branches du cèdre étaient cassées jusqu'à près de 5 mètres de haut. Il est donc possible que quelqu'un soit monté à l'arbre pour alimenter le feu de camp. Et qui a été retrouvé ensuite? Ils ont retrouvé 2 autres corps le même jour. Ils ont trouvé Dyatlov et Kolmogorova. Leurs corps avaient gelé dans des positions qui laissaient croire qu'ils avaient potentiellement essayé de regagner la tente. Dyatlov a été retrouvé près d'un petit arbuste ou d'un buisson, comme s'il avait essayé de le contourner, mais qu'il n'y était pas arrivé. Et Kolmogorova essayait sûrement de rejoindre la tente. Sa position semble indiquer qu'elle faisait face à des vents violents. Et c'est à cause de ça qu'elle serait tombée. La cause de la mort était également l'hypothermie? Oui, c'est ce qui a causé leur mort. Mais ils avaient des blessures plus importantes que celles des 2 autres randonneurs. Ils avaient notamment des écorchures sur les articulations des mains. Et leur peau était à vif à certains endroits du visage. Et Kolmogorova avait au niveau de la taille une blessure de forme allongée qui pourrait lui avoir été infligée avec un objet contondant. Je vois. L'équipe de recherche a retrouvé Dyatlov et Kolmogorova morts de froid dans un sentier en contrebas à 1 kilomètre de distance de la tente. On peut ainsi imaginer qu'ils essayaient désespérément de rejoindre leur abri, mais qu'ils ont succombé avant de l'atteindre. Mais en continuant leurs recherches, les enquêteurs font une découverte qui va à l'encontre de cette théorie. Ils ont ensuite retrouvé Slobodin. Son corps se trouvait pile entre Kolmogorova et Dyatlov. Dans quel état était-il? Slobodin avait une fracture du crâne. Il avait une fracture du crâne. Oui. En même temps, sur le chemin, j'ai remarqué des pentes très escarpées, des ravins et des roches coupantes aussi. Est-ce que ça serait possible qu'il se soit fracturé le crâne en tombant? N'importe qui peut tomber et s'ouvrir le crâne. Certes. Mais franchement, c'est très difficile à dire parce que quelqu'un qui voulait leur mort pourrait être responsable. Selon moi, la forme de la fracture correspond à celle de la crosse d'un fusil. C'est suspect. Oui. Donc ça fait 5. Il se passe ensuite quelque temps avant que les 4 autres soient retrouvés, c'est ça? 2 mois. Il se passe 2 mois. Et on les retrouve dans l'eau, c'est ça? C'est exact. Les 4 derniers corps sont retrouvés à plus de 60 mètres du cèdre. Ils étaient dans un ruisseau glacé, ensevelis sous les 4 mètres de neige qui étaient tombés pendant les 2 mois de recherche. Dubinina, Kolevatov, Zolotarev et Thibaut Brignol. Ils présentaient des blessures très différentes et beaucoup plus graves que leurs camarades. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Oui. Selon le rapport d'autopsie du médecin légiste, 3 d'entre eux avaient été victimes d'un choc aussi puissant que s'ils s'étaient fait renverser par une voiture. Donc c'est très violent. Très violent, oui. L'un des randonneurs avait toutes les côtes cassées, une fracture du crâne.
Certains pensent que les séquelles présentes sur leur poitrine ont pu être causées par le poids de la neige. Mais cette théorie n'explique pas toutes leurs blessures. 2 d'entre eux avaient perdu leurs yeux. Et une autre avait perdu sa langue. Il ne faut pas oublier qu'on les a trouvés 2 mois après. Donc c'est simple, c'est sûrement des insectes ou un rongeur qui les ont dévorés. C'est l'un des détails les plus dramatiques et les plus sordides de cette affaire. Mais finalement, je pense que c'est peut-être l'un des plus faciles à expliquer. Comme les corps étaient perdus dans la nature, c'était des proies faciles. L'origine des blessures des randonneurs fait partie des nombreux sujets qui divisent les spécialistes de l'affaire du col Dyatlov. Pour certains, les blessures sont la preuve d'une attaque. Mais les randonneurs ont aussi pu vouloir quitter leur tente à cause d'un événement plus indirect. Les dernières photos prises par les randonneurs suggèrent peut-être une autre explication. Parlons des lumières sur les photos. On a retrouvé des images très étranges à la fin de certaines des pellicules de leurs appareils photo. On a l'impression de voir des têtes qui fixent des flashs dans le ciel. Il y a aussi une photo où ils n'ont pas dû retirer le cache de l'objectif assez vite. Donc, est-ce que des lumières étranges ont été signalées à la même période? Plusieurs fois. Et selon les rapports d'enquête, des témoins auraient vu des lumières dans le ciel à 3 reprises à cette période. D'autres gens ont vu des lumières étranges. En effet. Certaines personnes suggèrent que ce sont des ovnis qu'on voit sur les photos. Cependant, une seule des photos sur lesquelles on voit d'étranges lumières ne provient pas des appareils endommagés par l'eau. Il est donc difficile de prouver que E.T. aurait fait un détour en Sibérie en 1959. Mike croit pourtant au témoignage des témoins oculaires, mais il pense que la présence de lumière dans le ciel a une explication bien plus terre-à-terre. On pourrait avoir affaire à quoi alors? À des étoiles filantes ou alors à un missile? Ou peut-être à un essai militaire? À mon avis, on a plutôt affaire au lancement d'un missile, à un essai d'armes chimiques. Peut-être que les ovnis n'étaient pas des soucoupes volantes d'extraterrestres, mais plutôt des missiles lancés dans la zone. En 1959, c'est-à-dire l'année de la mort des randonneurs du col Dyatlov, les soviétiques ont commencé à produire les missiles R-12 Dvina, capables de supporter une tête nucléaire de 2,3 mégatonnes, des explosifs traditionnels ou encore les charges d'une arme chimique. À Ekaterinbourg, Yuri Kuntsevich m'a confié une pièce de métal qui proviendrait, selon certains, du réservoir d'essence d'un missile qui aurait tué le groupe du col Dyatlov. C'est une théorie très convaincante. Du moins, elle permet de reconstituer plusieurs pièces du puzzle. S'ils ont vu quelque chose qui les a poussés à courir hors de leur tente, ça expliquerait les photos. Ils ont peut-être vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Un autre détail, pour le moins curieux, pourrait corroborer la théorie du lancement d'un missile. L'enquête a aussi révélé la présence de radiation. Ils ont décelé la présence de radiation sur leurs vêtements, non? Ce qui est bizarre, c'est que seulement 3 des vêtements retrouvés étaient radioactifs. Et le taux de radiation était élevé? Ah oui, plutôt élevé. On a un compteur Geiger. J'aimerais mesurer le taux de radiation à la limite des arbres pour voir si on détecte des taux élevés. Si un incident radioactif a eu lieu, la radioactivité devrait encore être détectable. Tout à fait. On va voir si on peut confirmer cette théorie. Allez, c'est parti. L'explosion d'un missile militaire de l'armée soviétique des années 50 aurait pu laisser des traces détectables encore aujourd'hui, même si le missile ne contenait aucune charge nucléaire ni chimique. On s'engouffre dans la forêt avec notre compteur Geiger. La radioactivité est mesurée grâce à une unité appelée Sievert. 0,5. Il y a des arbres qui ont l'air plus anciens là-bas. Ils pourront peut-être nous renseigner. Le rayonnement naturel de fond émis par la Terre représente à peu près 0,15 millisievert. Si un missile a bien été testé ici, le taux mesuré par notre compteur Geiger devrait être bien supérieur. 0,11, 0,16, 0,22, 0,33. Vous avez vu ça? 0,33. C'est plus fort qu'une radio des poumons, non? C'est pas négligeable. Voyons si cet arbre peut nous en apprendre plus. Si des radiations ou des résidus chimiques sont présents, ils sont peut-être enfermés dans les cernes de l'arbre. À l'intérieur de ces troncs se trouve peut-être un compte-rendu de ce qui s'est passé ici il y a 60 ans. Pour en avoir le cœur net, on doit prélever le duramen. Voilà le duramen. Quelque part dans cette frise chronologique, il y a la nuit de la mort des randonneurs. On va donner cet échantillon au labo. On prélève des échantillons de duramen sur plusieurs arbres et la tombée de la nuit nous rattrape.
On doit s'abriter au plus vite, ou on risque de se retrouver confronté aux conditions extrêmes qui ont tué les randonneurs du col Dyatlov. Il fait presque moins 35 et le vent souffle à 55 km/h. À cause des rafales, la température ressentie descend à moins 55. On regagne rapidement notre tente située sous l'arête. Bon alors, ça y est. La nuit est tombée sur le col Dyatlov. On entre dans le vif du sujet. La montagne des morts. Ouais. À cet instant précis, on est au plus près de ce qu'a pu ressentir le groupe du col Dyatlov il y a 60 ans. Comme vous le voyez, on est au milieu de rafales de vent d'une intensité rare, car on n'a aucun moyen de s'abriter ici. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à sortir de leur tente? C'est de la folie, c'est inimaginable. Ils étaient pieds nus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient simplement pas le choix. Je pense qu'ils ont été obligés de fuir sous la contrainte. Tu penses qu'on les a forcés à quitter leur tente? J'en suis certaine. Pourquoi? Ils ne sont pas sortis de la tente parce qu'on leur a fait peur. S'ils sont sortis, c'était pour observer le ciel. Mais pour observer quoi? Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu des lumières dans le ciel. Et comme l'un des randonneurs a été retrouvé avec un appareil autour du cou, pour moi, c'est la preuve que le groupe essayait de photographier quelque chose. Et c'est vrai que sur une des photos qu'on a retrouvées, on voit comme un point lumineux. Mais admettons qu'ils soient sortis de la tente pour observer le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, quelqu'un les a peut-être attaqués et les a intimidés. Tu penses qu'une fois qu'ils étaient sortis de la tente, quelqu'un les a attaqués? Ils étaient plusieurs. La théorie que nous présente Teddy, selon laquelle une ou plusieurs personnes auraient empêché les randonneurs du col Dyatlov de regagner leur tente, fonctionne à plusieurs égards. Cependant, il reste une grande zone d'ombre. Les membres de l'équipe de recherche n'ont trouvé aucune empreinte qui aurait pu appartenir à des inconnus, et aucune preuve retrouvée sur le site n'a jamais incriminé une personne extérieure. Pour moi, ça ne tient pas la route. Et toi alors? Tu penses qu'il aurait arrivé quoi? Pour moi, c'est un essai d'armes chimiques. C'est ce que tu crois? Je pense qu'on testait des bombes dans le coin. Et ils ont ingéré des produits chimiques. Ils ont été contaminés. Les produits chimiques les ont rendus fous. Donc tu penses pas qu'on les a forcés à sortir de la tente? Selon toi, des produits chimiques les ont rendus fous et ils sont sortis de la tente. Et ils ont peut-être pas retrouvé leur chemin. La théorie de Mike est plausible. Et on devrait pouvoir la vérifier grâce à nos échantillons de duramen. On est donc face à deux opinions divergentes. Selon la première, ils ont vu quelque chose dans le ciel qui pourrait aussi provenir d'un essai militaire. C'est possible. Mais ensuite, ils se seraient fait attaquer par quelqu'un qui les aurait empêchés de revenir. Et toi, tu penses qu'ils ont perdu la tête et qu'ils sont partis d'eux-mêmes? Je pense qu'ils sont devenus fous. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à cet endroit, il y a 60 ans, ils sont sortis de leur tente. Il y avait une part de folie, c'était le chaos, et il y a eu meurtre. On ferait mieux d'aller se mettre à l'abri dans la tente et se réchauffer. Ça marche, allez. Allez, on y va. Le froid est devenu insoutenable et on court se réfugier dans la chaleur de notre tente. À l'intérieur, on entend le vent qui claque contre les parois. On va rajouter un peu de bois dans le feu. Mais notre bon vieux poêle nous permet d'échapper au destin funeste des randonneurs auxquels nous pensons tous. Super journée, tout le monde. Faut qu'on se repose. De bonne heure le lendemain, le vent est toujours cinglant. Mais avant de partir, nous devons impérativement marquer un dernier arrêt. Près d'un immense rocher solitaire planté sur le col Dyatlov, on trouve un monument commémoratif érigé en l'honneur des 9 randonneurs qui ont perdu la vie à seulement quelques pas de là. Sur ce col, en 1959, sont décédés les randonneurs Dyatlov Igor, Kolmogorova Zina, Dorochenko Yuri, Slobodin Rustem, Krivonichenko Georgi, Kolevatov Alexandre, Dubinina Ludmila, Thibaut Brignol Nicolas, Zolotarev Simienne.
À la mémoire de ceux qui nous ont quittés et ne sont jamais revenus, nous baptisons ce col Dyatlov. Après un dernier regard en arrière, nous partons rejoindre nos motoneiges car le long voyage du retour nous attend. Pour rentrer, il faut qu'on retrace tous les kilomètres qui nous ont conduits jusqu'au col. Quand on descendra des motoneiges, on pourra monter dans le camion, puis dans le train qui nous ramènera vers la ville d'Ekaterinbourg. Mais à peine revenu, mon vieil ami Yuri Kuntsevich m'appelle pour me faire part d'une découverte de la plus haute importance. Donc au lieu de rentrer chez moi, je marque un arrêt à la bibliothèque d'Ekaterinbourg où Yuri me présente un certain Oleg Arkhipov. Nous avons une nouvelle piste. D'accord, dites-moi. Le document que j'ai ici a été rédigé par Vassili Ivanovitch Tempalov, le procureur qui s'occupe de la région du col. Et il est adressé à l'un des enquêteurs chargés de l'affaire. Les autorités soviétiques n'ont lancé des recherches qu'à partir du 21 février, soit près de 10 jours après la date de retour initiale des randonneurs. Même si certains détails de l'affaire ont été dévoilés, il existe très peu de documents concernant les tout premiers jours de l'enquête. Donc chaque nouvelle information comporte un grand intérêt. Où avez-vous eu ce document? Le document faisait partie des archives personnelles d'un des enquêteurs. C'est sa veuve qui me l'a transmis. Et qu'est-ce qui attire votre attention? La date. La date? La date. La date est véridique. La date indiquée est le 15 février 1959. Le document prouve que le bureau du procureur était au courant de la disparition des randonneurs. Il s'est rendu sur les lieux pour enquêter. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Leur tente n'est censée avoir été découverte que le 26 février, n'est-ce pas? Alors comment le procureur a-t-il pu se rendre sur place pour commencer son enquête le 15? C'est un document qui ne devrait pas exister. Et pourtant, ce document existe. L'authenticité de l'écriture a été confirmée par plusieurs expertises techniques. Et la date du 15 février n'est pas mentionnée qu'une fois. Elle est présente à plusieurs reprises sur le document. Mais ce n'est pas le seul document qu'Oleg tenait à me montrer. On retrouve un 2 en chiffres romains pour février et l'enquête aurait donc commencé le 6 février 1959. 1959. C'est la même date au verso aussi, le 6. Est-ce que ces documents prouvent que la chronologie officielle des événements est fausse? Oui. Si on se base sur ces documents, il semblerait que les autorités aient eu connaissance de la mort des randonneurs du col Dyatlov bien plus tôt. On tient une preuve irréfutable? Peut-être. S'il s'agit bien d'une preuve irréfutable, la version donnée par le gouvernement soviétique vient de partir en fumée. Que s'est-il passé pendant les 20 jours qui ont précédé le début de l'enquête officielle? Les autorités ont-elles maquillé l'affaire pour dissimuler des essais militaires? Ou y a-t-il une autre explication? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne voulait pas d'une enquête plus poussée. Même depuis la chute de l'URSS, le gouvernement russe s'est opposé à la réouverture du dossier plusieurs fois. Pensez-vous que ce mystère puisse être complètement élucidé un jour? Je pense que si on parvient à obtenir l'entière coopération des autorités, on aura enfin les réponses à nos questions. Votre optimisme me plaît. Merci beaucoup. Yuri, c'était un plaisir. Je vous remercie d'avoir partagé tout ça avec moi. Pour Yuri et Oleg, ces nouveaux documents sont les chaînons manquants qui leur permettront enfin d'obtenir des réponses. Je leur souhaite bonne chance. Avant de rentrer aux États-Unis, je dois marquer un dernier arrêt. Entre les mois de mars et de mai de l'année 1959, 7 des randonneurs du col Dyatlov sont enterrés ici, au cimetière de Mihailovsko. Malgré les moyens déployés par le gouvernement pour ne pas ébruiter l'incident, les amis, la famille et les camarades d'université des randonneurs se sont déplacés en nombre. Des milliers se sont rendus aux enterrements pour rendre hommage au courageux groupe. Alors que je m'approche de la pierre tombale érigée en l'honneur des randonneurs, je me rappelle l'une des histoires contées par les randonneurs dans un journal de bord. C'était il y a 60 ans, et le jeune Alexandre Kolevatov célébrait son 25e anniversaire. C'était le 30 janvier 1959, précisément. Et le groupe s'était rassemblé sous la tente pour offrir son cadeau à Sacha, comme il le surnommait.
Pendant leur expédition, il lui offre alors une denrée rare, une mandarine dont il partage immédiatement les quartiers avec ses amis. Ce sont les instants précieux qu'ils ont partagés qui comptent. Les circonstances dramatiques au cours desquelles ils ont péri ne doivent en aucun cas prendre le pas sur la lueur qui émanait de leur vie. Je quitte la Russie, plus déterminé que jamais à apporter des réponses qui mettront un point final à cette tragédie. Pour ce faire, je vais donc suivre mes propres pistes aux États-Unis. Je suis rentré de Russie, mais mon enquête ne s'arrête pas là pour autant. J'ai reçu les résultats des tests effectués sur la pièce de métal que m'avait confié Yuri. Les analyses indiquent que la plaque est issue d'un alliage d'aluminium qu'on utilisait parfois dans la construction de missiles, entre autres choses. Selon certains experts, il pourrait s'agir de l'un des composants de l'UR-100, un missile balistique intercontinental soviétique. Cependant, la première génération des UR-100 ne sera développée que bien après le décès des randonneurs. Quant aux échantillons de duramen, les tests se sont révélés négatifs aux produits chimiques, malgré la présence de radiation. Et après analyse, le taux de radioactivité n'était pas assez élevé pour nous permettre de supposer qu'un accident grave ait eu lieu. Et même si on a décelé la présence de radiation sur les vêtements de 2 des randonneurs, Krivonichenko et Slobodin avaient travaillé dans des centrales nucléaires auparavant. Et il est donc tout à fait possible que leurs vêtements aient été contaminés à ce moment-là. En résumé, si des essais militaires ont bien eu lieu, nous ne disposons pas d'assez d'éléments pour le prouver. Quelle solution nous reste-t-il alors? Maintenant que nous avons examiné et discrédité la plupart des théories les plus répandues, je pense qu'il ne reste que 2 explications possibles. Tout d'abord, et c'est la plus probable, une catastrophe naturelle. Une tempête d'éclairs, doublée d'une chute de température drastique. Ou peut-être une petite avalanche, qui aurait suffi à pousser les randonneurs hors de leur tente et au cœur d'une tempête dont ils ne sont jamais revenus. Et l'autre option? Une cause inconnue. Quelque chose qu'on ignore. Un pari, une rixe, un enchaînement de mauvaises décisions anodines. Après tout, ils étaient très jeunes. Expérimentés, certes, mais personne n'est à l'abri de commettre des erreurs dans un environnement aussi impitoyable. Nous avons à la fois beaucoup d'éléments et à la fois tellement peu que c'en est rageant. Et tant qu'on n'aura pas résolu ces mystères, on ne pourra pas clore cette affaire. Toutefois, nous venons d'apprendre que d'autres preuves pourraient émerger. Je suis ravi de vous annoncer que grâce aux nouvelles preuves découvertes à Ekaterinbourg et à l'intérêt nouveau suscité par cette affaire grâce à notre enquête et au 60e anniversaire de l'incident du col Dyatlov, le gouvernement russe a officiellement annoncé qu'il rouvrait l'affaire. Grâce à la mobilisation des experts de la police scientifique et à une analyse plus transparente des archives du gouvernement, la pièce manquante du puzzle pourrait bien surgir et résoudre le mystère. Quant à moi, ce voyage m'a mis à l'épreuve aussi bien physiquement que psychologiquement, comme peu d'expéditions auparavant. Je n'ai plus l'impression d'avoir suivi les traces des randonneurs, mais d'avoir marché à leur côté. J'ai eu la chance d'avoir un aperçu de leur camaraderie, de leurs rêves et de leur courage. Et même s'ils ont perdu la vie trop tôt dans des circonstances tragiques, l'insatiable désir d'exploration qu'ils représentent restera à jamais une source d'inspiration.